Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui FAQ un petit peu intersaison, un petit peu mercato. J'ai posé une boîte à questions en story sur Instagram hier soir. C'est un abonné qui m'a dit ça fait longtemps que t'as pas fait une FAQ. J'ai dit c'est vrai, c'est vrai, vas-y on en fait une demain, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Donc je remercie tous ceux qui ont participé. Je sais pas si je vais prendre toutes les questions, il y en a pas énorme non plus. Attention, c'est les vacances, mais quand même. On commence avec YSL Barça 93, il dit juste pour dire que tout le monde voulait le Barça, maintenant on n'attire plus personne, incroyable. Bon, j'imagine que c'est une vanne. Et puis après tu dis Antonio Nusa. J'aimerais bien comme transfert, très bon joueur. Oui, très bon joueur. Maintenant, oui, il faut pas trop se fier aux rumeurs. Hein. C'est vrai que y en a certains qui m'ont demandé ce que je pensais des rumeurs, tout ça. Mais là, je pense que de toute façon, les rumeurs, en gros, depuis que l'affaire Nico, elle est finito, je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Ça part dans tous les sens. Soi-disant, on voudrait un tel. Il y a 50 joueurs, j'ai même plus envie de suivre, en fait. J'ai arrêté de regarder parce que c'est trop. Il y a des rumeurs bidons. Au final, il y a rien de vraiment concret. On sait que, voilà, moi j'en ai déjà parlé. Mais les mecs comme Luis Diaz, tout ça, on sait, Rashford, Luis Diaz, on sait déjà, il y a des rumeurs déjà depuis des mois sur eux, donc on se doute qu'il y a un petit quelque chose. Il y a eu des discussions, Fabrizio il a dit déjà qu'il y a eu des refus de la part de Liverpool sur les offres du Barça concernant Luis Diaz, donc on sait que le Barça est intéressé par lui. Maintenant, nous, Antonio Nusa, Leao, je sais pas qui, genre, je pense que c'est des rumeurs comme ça, la presse espagnole, il se régale. Maintenant, est-ce qu'on n'attire plus personne au Barça? Je pense que c'est faux, il faut quand même voir un petit peu les choses en face, et je pense que n'importe qui rêverait de signer au Barça. Comme dans toutes les grands clubs, il n'y a pas que le Barça. Hein. Moi, je vous dis pas ça parce que je suis supporter du Barça, c'est le Barça, et voilà, il n'y a que le Barça. Tout le monde rêverait de signer au Real Madrid, tout le monde rêverait de signer au Barça, tout le monde rêverait de signer dans les plus grands clubs d'Europe. Maintenant, il y en a qui sont plus intéressés par l'argent. Il y en a comme il a dit Chesney, si tu as peur de, enfin si tu signes pas au Barça, tu refuses de signer au club. C'est que t'as pas de, tu manques de tu manques d'attirail entre les jambes. Peut-être que Nico manquait un petit peu, je sais pas. Je saurais pas dire. Ensuite, il y a MRG DZA qui dit salut café, salut frérot, penses-tu que Rashford va venir au Barça? Franchement, je sais pas vraiment, là c'est assez flou. Ces dernières semaines là, on était sur le point, on avait l'impression qu'on était sur le point de signer Nico, et puis depuis, je t'avoue que c'est vrai qu'on a peut-être la vision qui a un peu changé. On s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, entre temps, on a appris que quand même Tebas a communiqué des infos confidentielles sur nos finances au club de Bilbao pour qu'il puisse convaincre Nico de ne pas venir au club. Il y a peut-être pas que ça qui a joué dans le transfert, peut-être que Nico c'est tout simplement fait dans le short, mais en tout cas il y a des infos là-dessus. Tebas, je crois pas qu'il se soit vraiment exprimé sur la question. Normalement, vous savez, il fait des tweets comme un gamin de 15 ans, mais là j'ai pas vu passer, mais bref, mis à part tout ça, j'avoue que c'est un peu flou. Je pense que maintenant on attend un petit peu. Là il y a Flick qui va pas tarder à revenir, je crois. C'est aujourd'hui ou c'est la semaine prochaine? Il revient de vacances, je crois que peut-être il revient aujourd'hui, mais il revient demain au taf, vraiment. J'ai vu une info passer, donc voilà, une fois que Flick va revenir, on va en savoir un petit peu plus sur les intentions du coach concernant son effectif, c'est-à-dire les joueurs sur qui il compte pas et les joueurs sur qui il compte, et les besoins, voilà. Maintenant c'est vrai que avant les vacances, j'imagine que le coach il communique avec le directeur sportif, le président, savoir sur les besoins pour la saison prochaine, tout ça. Mais après, voilà, le gars part en vacances, et un peu, voilà, ça se stoppe un peu. Il y a le club qui travaille toujours, évidemment, mais une fois que tu sais que le staff il revient au taf, bah, les choses sérieuses redémarrent un petit peu. Et peut-être que ça va s'accélérer à ce moment-là. Pour le moment, j'ai l'impression que ça reste assez calme. Là, la semaine qui va arriver, elle va peut-être être un peu calme. Enfin, en tout cas, ça fait quelques jours que c'est un peu calme, même s'il y a des rumeurs bidons. Voilà. Concernant Rashford, après, je sais pas, je pense que c'est le transfert le plus faisable. Parce que c'est un prêt. Ça va. Ensuite, on a Chris qui dit salut café, salut frérot, penses-tu que le Barça doit miser à tout prix sur Rashford? Ça dépend ce que tu veux dire par miser à tout prix. Un prêt, c'est pas miser à tout prix sur Rashford, tu vois, c'est un prêt, il n'y a rien de risqué, le joueur peut venir. S'il est bon, tant mieux. S'il prend la place de je ne sais qui sur le terrain, parce qu'il est performant, parce qu'il marque des buts, il est décisif, tant mieux. Tant mieux pour l'équipe, tant mieux pour lui. Et puis s'il faut l'acheter après, on l'achètera, j'en sais rien. Et si jamais c'est un petit échec dans le sens où c'est un joueur qui va apporter mais pas assez, ou alors qui va être utile dans la rotation, tant mieux. Du moment qu'il est utile, tant mieux. Peu importe son importance, pour moi, je suis pas un fan de Rashford, je me suis pas fait tatouer son visage sur mon épaule. Donc voilà, je m'en fous en soi.
Moi je veux juste qu'un joueur il vienne, il soit utile pour l'équipe, tout simplement, que le coach quand il le mette, bah, il soit important, qu'il soit décisif, qu'il apporte. Le reste, voilà. On verra. Faire venir Rashford en prêt, c'est pas miser à tout prix sur lui, parce qu'il n'y a pas de tout prix, parce que c'est un prêt. Tu m'aurais posé la question sur doit-on miser à tout prix sur Luis Diaz, par exemple. Est-ce qu'il faut vraiment mettre les 80-82 millions que Liverpool demande pour Luis Diaz? Là, je t'aurais dit non. Ensuite, il y a Céleste qui dit « Tu penses que Mats, donc Ter Stegen, va céder et partir ou casser les bonbons jusqu'au bout ?» Je pense qu'il va casser les bonbons. Je pense qu'il va faire son cancer, qu'il va rester au club. Après, j'espère pas. Parce que concrètement ça sert à rien qu'il reste. Si le gars n'a pas de temps de jeu, s'il n'est pas important pour l'équipe, que le coach considère qu'il n'est pas dans les plans, qu'il ne joue pas une minute, ça n'a aucun intérêt pour lui qui reste et pour le club. Et ça ne peut pas aider le club dans le sens où tu as toujours son salaire qui pèse sur la masse salariale et qui nous aide pas pour le mercato. En plus de ça, on avait déjà eu des petites rumeurs. Alors je précise encore une fois que c'est des rumeurs, donc on peut pas savoir si c'est vrai, on n'est pas à l'intérieur du vestiaire. Mais vous savez ce qui s'était passé avec le retour de Ter Stegen qui voulait un peu imposer sa titularisation dans le sens où il avait dit, soi-disant à Flick, qu'il voulait vraiment jouer, qu'il voulait revenir titulaire pour les matchs de Ligue des Champions. Et Flick lui avait dit non, mais c'est... je sais même pas si c'était faisable parce que je crois qu'il avait été désinscrit, mais en tout cas, il voulait revenir, tu vois. Non, je veux être important, tu vois. Mais c'était à la fin de saison, on avait des choses à gagner. Chesney était titulaire depuis des mois. Voilà, il n'y avait pas de question à se poser. Il a mal pris aussi la titularisation, je crois, d'Iñaki Peña en fin de saison. Je trouve que c'est un peu dégueulasse parce que Iñaki Peña, il a dépanné quand justement Ter Stegen s'est blessé. Il était là avant que Chesney prenne le relais et s'impose. Et voilà, tu le récompenses un petit peu, Iñaki Peña. Il a donné un coup de main, il a aidé durant la saison qui a été glorieuse, on va dire, en tout cas sur le plan national. Donc bon, voilà, tu récompenses le joueur en le mettant une dernière fois, voilà, et même ça, soi-disant, il aurait pas aimé et tout. C'est un peu toxique. Donc, je sais pas. J'espère qu'il va céder entre guillemets. Flick il est censé le rencontrer là quand il reviendra et lui dire qu'il va être troisième gardien, c'est-à-dire qu'il aura 0 temps de jeu. Soit disant même par moment il sera même pas convoqué, comme a pu l'être Ansu Fati par exemple cette saison où des fois il était même pas convoqué alors qu'il était disponible. Ça serait un peu pareil pour Ter Stegen, sauf que Ter Stegen n'a pas le même statut. Il est titulaire avec son pays, il y a la Coupe du Monde qui arrive, c'est à lui de faire un choix maintenant. J'espère pour lui que ce sera le bon, mais c'est un peu triste, c'est un peu n'importe quoi. S'il veut absolument rester, qu'il joue pas une minute et après il veut jouer la Coupe du Monde, c'est un peu... Là il y a une info qui est sortie comme quoi il voudrait rester là. Vas-y, je partirai pas les gars, mais je partirai en janvier, juste avant la Coupe du Monde, un truc comme ça. Tu es le cancer que tu penses être. Si c'est vrai, si l'info est vraie évidemment. Ensuite il y a la Free Catalan qui dit comment as-tu fait pour gommer ton accent espagnol toi qui vis à Barcelone, PS ton français est top. Muchas gracias la frita. Si, pero mi francés es perfecto. J'arrête là, je ne pourrais pas en dire plus. Merci en tout cas la frite, et à bientôt. Ensuite on a le FC Philo qui dit FC Philo, ouais bon, vas-y. Ce serait bien de signer l'ailier gauche rapidement pour participer à la pré-saison. Ce serait bien, ouais, mais bon, je pense que c'est déjà cuit parce que la pré-saison elle démarre quand même dans très peu de temps. Là déjà, il y a déjà des joueurs qui reviennent à l'entraînement, tout ça, pour se préparer pour la pré-saison. Officiellement, c'est censé démarrer, je crois, le 17 juillet. Donc dans une semaine pile poil, on est censé redémarrer vraiment la pré-saison. Dans un premier temps les entraînements, on revient en forme, probablement un match amical contre peut-être Olot ou quelque chose comme ça parce que c'est souvent ce qu'on fait juste avant de s'envoler pour la tournée asiatique. Bref, bref voilà donc bon, est-ce qu'on aura le temps vraiment de signer un ailier gauche avant, je ne sais pas. Si le club veut absolument rester focus sur un mec comme Luis Diaz, on n'est pas prêt de le voir arriver. Bon déjà peut-être qu'il n'arrivera pas tout court à mon avis, mais même s'il devait arriver, ça serait vraiment fin de mercato. Le club là n'est pas capable apparemment de vraiment recruter. En tout cas, donner des garanties pour enregistrer tout ça, là pour le moment c'est compliqué de faire un gros transfert à mon avis. Ça va faire un bordel monstre. On connaît un petit peu le truc en Espagne. Dès que le Barça veut recruter, j'ai l'impression il faut qu'on demande à Tebas l'autorisation de négocier avec d'autres clubs. Donc il a toujours son mot à dire lui. Dès qu'il peut pisser sur le Barça, il hésite pas à la sortir quoi. Complicado, le timing n'est pas forcément le bon et je pense qu'on va démarrer la saison comme ça. Et puis voilà, on fera confiance en nos jeunes qui viennent se montrer, voir s'ils sont prêts ou pas
pour être dans la rotation, pour être dans l'équipe première, voilà. Peut-être qu'on va ramener par exemple Rooney Bargi là, on a fait une partie de la visite médicale, je sais pas quand est-ce que la deuxième partie, on dirait que c'est une saison Netflix, deuxième partie dans un an, mais en tout cas peut-être que lui il sera là, tu vois, pour la pré-saison par exemple, donc c'est une petite signature, mais c'est une signature quand même, puis pour le reste on verra. Ensuite il y a Alexis qui dit Lookman juste ça bordel. Je pense que le Barça n'ira pas dessus. De toute façon Lookman c'est un bon joueur, moi je trouve, assez polyvalent, qui fait pas mal de diff, intéressant tout ça, qui pourrait s'intégrer assez bien selon moi à l'équipe. Mais bon, il y a la CAN qui pose problème, qui peut poser problème effectivement. Il y a le prix aussi, parce que c'est vrai que sa cote elle est pas très élevée, sauf que son club ils en demandent plus. Ils demandent pas, sa cote elle est à 40, ils vont pas demander 40, ils vont demander 60. Donc voilà, il y a son âge aussi, il y a la cote du joueur. Tu vois, par exemple, on sait que le club est plus chaud sur un mec comme Luis Diaz par exemple, plutôt qu'un mec comme Lookman. C'est même s'ils ont le même âge, hein, concrètement. Je pense que ça leur pose moins de problème d'acheter un joueur de cet âge-là, style Luis Diaz, qui est coté, tout ça, plutôt que Lookman, concrètement. Surtout que, comme je l'ai dit, il y a la CAN qui vient en plein milieu, on le sait, pour les clubs, ils aiment pas trop ça, parce que en plein moment en pleine saison, d'un coup, les joueurs ils partent pour jouer une compétition. J'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi la FIFA, pourquoi on n'organise pas un truc, on fait pas en sorte que ça gêne pas la saison. On dirait que, tu sais, l'Euro, la Coupe du Monde. Alors vous allez me dire peut-être que je dis quelque chose de complètement débile, hein, mais c'est une question que je me pose. Il y a l'Euro, la Coupe du Monde, tout ça, à chaque fois c'est à l'intersaison. Ça gêne personne. Mais la CAN, on dirait, on s'en fout, vas-y, jouez pendant que nous on joue. Les gars, faites en sorte qu'il n'y ait pas de match pendant ce temps-là, non? Alors après, c'est peut-être trop compliqué. J'avoue que peut-être ils peuvent pas jouer par exemple l'été, je le sais. Parce que s'il fait 1 milliard de degrés, ça va être complexe. Mais franchement, j'en sais rien. Ensuite, on a Anas qui dit vivement le début de saison. On parle du Barça plus que tout autre club en Europe. Tu parles par rapport à si c'est une saison réussie, qu'on parle du Barça, tout ça. Ouais, j'ai hâte de voir le début de saison. J'ai hâte qu'on démarre là. J'ai hâte de la pré-saison. J'ai hâte de voir les jeunes. J'ai hâte du retour de Bernal. J'ai hâte de voir si Gavi il va retrouver un niveau vraiment... parce que là, il était sur le retour. Vous savez, le temps qu'il revienne. Il y a beaucoup de gens qui sous-cotent Gavi. Classique, ça c'est depuis ses débuts. Bon, la propagande des équipes adverses qui n'aiment pas Gavi, genre style Real Madrid, les supporters du Real qui disent que Gavi c'est un simple catcheur. Certains supporters du Barça qui sont matrixés par ça, ils ont dit ah ouais c'est vrai, c'est comme ça. Mais ouais, j'ai envie de voir la saison que peut faire Gavi peut-être, même si je le vois mal partir comme titulaire, vu qu'il y a De Jong qui est très en forme, il y a Pedri aussi qui est indiscutable. Puis après l'autre, il faut que ça soit un milieu très offensif. La saison de Fermin aussi, j'ai hâte de voir s'il va décoller vraiment, j'y crois. Je pense que Fermin est capable d'exploser complètement dans très peu de temps. Il l'a montré sous Xavi. Xavi lui a fait confiance, il aimait bien ce style de joueur. Flick c'est un peu la même, il aime bien ce style de joueur aussi, très vertical, très direct. Et je pense que Flick, vu ce qu'il a déjà fait cette saison, il est capable de développer encore plus certains joueurs, des joueurs comme Fermin, les mettre dans les bonnes conditions et vraiment qu'ils explosent complètement. Et pourquoi pas qu'ils prennent la place de Olmo, et voilà, hein. Même si j'aime bien Olmo, j'aime bien son style de jeu, tout ça, comment il joue, mais pourquoi pas. Fermin, il peut être beaucoup plus décisif, beaucoup plus important dans l'équipe. J'ai hâte de voir la saison de Lamine, etc. Hein, mais ouais, j'ai hâte de tout ça. Puis j'ai hâte de voir les jeunes aussi de la Masia, en tout cas les jeunes des juvéniles, quoi. Voir la pré-saison, j'ai hâte de voir tout ça. Ensuite, on a Saliou qui dit « Penses-tu que ton frère Auriol pourra enfin s'imposer comme titulaire la saison prochaine? Force à toi. » Bah, titulaire indiscutable, Auriol, hein. C'est vrai que j'avais oublié, mais oui, De Jong, on le vend. On le vend à environ 2,5 millions et on met Auriol titulaire capitaine. Je pense que c'est le projet. C'est le projet de Flick, je pense. Hein. En soi, Auriol, bah non, je pense qu'il va repartir. Non, franchement, c'est même pas exclu qu'il reparte à Girone. Ensuite, il y a Mastelmi Lodia qui dit « Salut Café, salut frérot. Si jamais Rashford vient au Barça, quel sera son statut selon toi? Remplaçant pour moi. Je pense qu'il sera dans la rotation. S'il est vraiment bon... Il peut être vraiment dans la dynamique et avoir un rôle pas de remplaçant qui va jouer, parce que là il y a remplaçant et remplaçant. C'est vrai que cette saison, je trouve que la gestion des attaquants elle a été très complexe. Pau Vitor qui a fait une très bonne pré-saison, qui a été excellent en pré-saison, qui a marqué contre City. Alors certes c'était des matchs amicaux, mais il a montré qu'il pouvait avoir, on va dire, son mot à dire dans la rotation, avoir un peu de temps de jeu. Ça a été quasiment inexistant, son temps de jeu. Et après, il y a Ansu Fati,
tu n'étais pas forcément non plus en forme, qui n'a pas été important. Et il y a seulement Ferran Torres en fait en attaque qui a pu tirer son épingle du jeu, tu vois. Il a pu être intéressant. C'est tout. Donc après, le problème c'est que Flick, voilà, il n'a pas fait forcément confiance en Pau Vitor. Il a mis des fois Olmo en attaque, des fois Fermin aussi en ailier pour changer, mais voilà, il n'y a pas eu grand chose quoi. En attaque, c'était compliqué la rotation. Donc si Rashford est vraiment bon, mais pas plus fort que ceux qui sont titulaires, ben il pourra vraiment avoir son mot à dire, mais dans une rotation vraiment qui rotationne, tu vois, où le mec a quand même du temps de jeu. Et ça pourrait permettre de faire souffler les titulaires, et ça pourrait être mieux en fin de saison. Et éviter qu'il y ait des blessures pendant les matchs importants, dans les moments décisifs de la saison, quoi. Ensuite, il y a Gerbi Mahmoud qui dit « Salut Café, salut frérot, je crois que c'est toi qui m'as dit de faire une FAQ ». Si je me trompe pas, hein. Je suis désolé si j'oublie, mais c'était que hier quoi. Mais entre temps, j'ai eu plein de trucs en tête, donc. Mais en tout cas, voilà, c'est grâce à toi qu'on est là aujourd'hui. Le Barça peut-il nous surprendre tactiquement la saison prochaine? C'est une très bonne question. Et franchement, c'est une question qu'on peut se poser. Je pourrais en faire peut-être une vidéo complète, tu vois. C'est une très très bonne question. Sauf que là, personnellement, j'ai pas une réponse très claire à te donner, hein, je t'avoue. Je pense quand même que. Si je dois développer un peu, là comme ça, du tac au tac, je dirais qu'il n'y aura pas de gros changements tactiques. Je vois pas une révolution tactique, mais je pense qu'il va y avoir des ajustements encore une fois. Je pense qu'on va avoir une certaine base qui est de jouer très haut, d'avoir des défenseurs qui sont très importants dans la relance, un jeu toujours aussi direct. Mais on a vu durant la saison, en début de saison, on avait un jeu par moment beaucoup trop direct, beaucoup trop vertical, ce qui nous empêchait d'avoir un certain contrôle sur le match et d'avoir des joueurs qui... le problème c'est que quand tu perds trop vite le ballon, tu as des joueurs qui doivent courir et déployer beaucoup plus d'efforts, donc être beaucoup plus fatigué et avoir des fins de match peut-être un peu plus compliquées ou avoir moins de maîtrise, tu vois, moins de lucidité devant les cages par exemple. Donc d'avoir peut-être... On a vu des ajustements durant la saison, un Barça qui cherchait à avoir un petit peu plus de contrôle, en fait de mixer ce côté contrôle jeu, on va dire la possession du Barça, le jeu de position, tout ça, mais aussi par moment d'avoir cette force là de pouvoir jouer de manière très directe, très verticale et de faire très mal à l'adversaire très rapidement. Donc ça, on a vu de toute façon un Barça très complet la saison dernière, j'en ai déjà parlé en fin de saison dernière, mais un Barça qui joue énormément en contre, déjà, énormément en contre, qui a quand même beaucoup de possession, qui attaque énormément, qui a beaucoup d'occasions, qui met beaucoup de buts. Donc vraiment dans tous les domaines on a été très très bon, tu vois. Même défensivement, on a été bon, sauf en fin de saison où ça a été un petit peu plus compliqué. Mais ça peut s'expliquer, comme je l'ai déjà expliqué en fin de saison, la fatigue, le truc, la perte de certains joueurs, tout ça. Donc voilà, je pense pas qu'il y aura un changement révolutionnaire tactique. Il y a eu déjà un changement la saison dernière. Flick est arrivé, il a mis des choses en place. La base, ligne haute du hors-jeu, ça on a tous retenu. La manière de presser aussi, les latéraux qui viennent presser très haut, le milieu défensif, le pivot qui s'intègre à la défense pour avoir pour combler l'absence on va dire du latéral qui est pas en défense, qui presse pas l'ailier. On a vu les latéraux quand l'équipe adverse elle sortait, par exemple le gardien va relancer sur le latéral, son latéral gauche, côté Koundé il va monter presser le latéral. Il va pas presser l'ailier, enfin il va pas marquer l'ailier, il va monter sur le latéral pour presser. Et du coup De Jong par exemple ou Casado en début de saison, il descendait en défense, tu vois, et le défenseur central droit, donc Koubarsi, lui il se décalait, il allait à la place de Koundé sur l'ailier, et le pivot allait sur les attaquants, tu vois. Donc il y avait ça, il y avait cette manière de presser qui était différente, qui a bien fonctionné. Il y a eu plein de petits trucs comme ça, j'en oublie évidemment. Mais je pense qu'il y aura principalement des ajustements, mais pas de grosses révolutions. Je pense que le côté hors-jeu, ligne de hors-jeu systématique très très haute, je pense qu'il faut l'ajuster. On l'a vu en fin de saison, ça nous a fait du mal quand l'équipe elle pressait moins bien. Parce qu'en fait ça partait d'un mauvais pressing devant qui nous permettait de pouvoir jouer le hors-jeu, parce qu'on n'avait pas le temps vraiment de jouer le hors-jeu, qu'on ne pouvait pas empêcher en fait le jeu long de l'adversaire. Le milieu de terrain adverse par exemple qui était assez bas, qui pouvait envoyer un long ballon. Vu qu'on le pressait pas bien celui-là, il pouvait envoyer une passe dangereuse, tu vois. Bref, de toute façon le pressing est évidemment collectif les amis, c'est pas juste une question de ligne haute, c'est pas juste une question d'un joueur qui va presser devant, c'est vraiment collectif. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu bien à ta question, mais comme je te l'ai dit, c'est une belle question, mais tu mériterais de déblatérer pendant 20 minutes. Ensuite il y a Media Barça qui dit salut, si tu devais choisir que seulement un des deux parte, qui
qui entre Ronald ou Ter Stegen. Ter Stegen, concrètement. Après, Ronald n'est pas à l'abri de nous éliminer encore en Ligue des Champions la saison prochaine. Allez, on rigole un petit peu. Mais concrètement, Ronald, s'il reste, il va être utile. Dans le sens où Flick compte sur lui, Flick peut le mettre en défense. Pas forcément dans le titulaire, peut-être qu'il s'améliorera, qu'il va devenir meilleur. Voilà, T20, ça je m'en fous. Mais en termes d'utilité, déjà, le coach, il va dire, bah Ronald, je peux le mettre en défense. C'est ce qu'il a fait là. Ter Stegen, là, concrètement, on sait, il part troisième gardien. Donc, il ne jouera pas, en fait. Donc, qui faire partir Ter Stegen. Maintenant, si tu veux une grosse rentrée d'argent, tu peux faire partir Ronald. Évidemment, il va te faire peut-être rentrer plus d'argent qu'un Ter Stegen qui partirait probablement libre ou pour pas grand chose, je pense. Et vu comment ça se passe, les gars, croyez pas que si Ter Stegen y part là cet été, on va le vendre je sais pas combien, hein. Pas sûr. Franchement, vu comment ça se passe, je verrais plus un Ter Stegen qui va chercher à partir libre, à signer un contrat avec une prime à la signature avec un autre club et voilà. Nous, on veut qu'il parte, tu vois. Lui, il veut pas partir. Donc c'est lui qui a un peu l'avantage, même si à la Coupe du Monde la saison prochaine. Ensuite, il y a Michael qui me dit, pour toi, ton mercato idéal. Bah, le mercato idéal, les gars, j'ai déjà fait une vidéo. Donc je vais pas le redire, mais après, oui, entre temps, ça a peut-être changé parce que voilà, mais ton mercato idéal là, tu vois, t'as pas mis de gardien. Moi j'avais mis un gardien, j'avais pas mis forcément Joan Garcia, mais en tout cas j'avais mis un gardien et il a signé. Maintenant il y en a qui considèrent que le principal gars qui nous manquait, c'était un vrai gardien, un mec qui a de la confiance dans les cages. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, je pense qu'on manque quand même de... Pas forcément d'un titulaire en attaque, hein, concrètement. Je pense que l'équipe type de la saison dernière, elle est bonne. Je pense qu'elle peut être améliorée, mais je pense surtout qu'on peut étoffer l'équipe sur le banc. Avoir des vrais joueurs de rotation qui, quand les autres joueurs sont fatigués, arrivent pas, sont dans un mauvais jour, tu les fais rentrer, ils sont décisifs, tu vois. Mais voilà, après, il y a les questions de concurrence aussi, évidemment. Je te dis pas qu'il faut signer personne et avoir zéro concurrence dans l'équipe. Mais c'est pas la priorité des priorités, tu vois. J'aimerais bien, ouais, toi t'as cité Dumfries, Grimaldo et un AG, Leao, Lookman, Rashford. Bon, moi, Leao, je suis pas un fan. Lookman, Rashford, bon, j'ai déjà exprimé mon avis là-dessus. Grimaldo, je dis pas non. Dumfries, pour moi, ça sert à rien d'aller le chercher. Maintenant, s'il vient, il sera forcément utile et je dis pas qu'il va être mauvais, mais c'est pas la priorité d'aller chercher un latéral droit. Je me suis déjà exprimé là-dessus aussi. Mais on a déjà Koundé qui est titulaire indiscutable et sur le banc, on a vu que Eric Garcia pouvait faire du bon taf en fait. La priorité, tu vois, s'il faut absolument aller chercher Dumfries, c'est pas trop logique, tu vois. Moi, je trouve que la priorité est plus d'aller chercher une doublure à Baldé ou un concurrent à Baldé. C'est plus logique. Tout simplement. Ensuite, il y a Mobalagodo qui dit salut café, ne crois-tu pas, salut frérot, ne crois-tu pas que Deco est le principal problème du club? A-t-il les compétences pour occuper un poste aussi important? Bah ça c'est le débat qui n'en finit jamais. Dès qu'on signe un joueur, on dit on n'en parle plus, et dès qu'on loupe, qu'on passe à côté d'un joueur, Deco est catastrophique. Moi je n'ai pas les qualités d'analyse ou de quoi que ce soit pour dire si Deco est un bon directeur sportif. C'est comme quand on parle des comptes du club, du 1 pour 1, des transferts. Les gars, moi je ne suis pas comptable, tu vois. Je n'ai pas les qualités requises pour vous dire oh, c'est pas normal, normalement on aurait dû faire un pourcentage de taxes et je sais pas quoi. Non, j'en sais rien, je sais pas de quoi je parle. Voilà, je sais compter 2 par 2. Et là c'est mes chaussures, c'est déjà pas mal. Mais non, mais moi je parle de foot, tu vois, je parle de terrain, des trucs qui m'intéressent en plus de ça. Maintenant, voilà, vous dire est-ce que Deco est un bon directeur sportif? Sur certains points, il a fait du bon travail et sur d'autres, il a été mauvais, je pense. Je crois que c'est un poste important, je crois que Matteo Alemany n'aurait jamais dû partir. Et que oui, Deco n'a, si on devait parler un peu de niveau de directeur sportif, Deco n'a clairement pas les mêmes qualités, le même niveau qu'un Matteo Alemany qui est un... C'est pas Dremani quoi, c'est le parrain des directeurs sportifs, si je peux dire ça. Voilà, Deco il a pas forcément une grande expérience là-dedans, donc il arrive, il essaie de faire comme il peut, il fait jouer ses contacts. Ses contacts c'est principalement des Portugais, Jorge Mendes, tout ça. Pini Zahavi peut-être, ou ça c'est le pote de Laporta ou du fils de Laporta. Bref, il y a des magouilles comme dans tous les grands clubs, de toute façon on le sait. Mais voilà. Donc est-ce que c'est ça le principal problème? J'en sais rien. Le principal problème du club, c'est... Je suis pas sûr qu'il soit à l'intérieur du club. Il est peut-être plus à l'extérieur du club. Je n'en dirai pas plus. Ensuite, il y a Alim Fatkada qui dit est-ce que tu penses qu'on peut aller encore plus haut cette saison? Aller plus haut, plus de maîtrise. Aller plus haut sur le terrain, jouer le hors-jeu. Non, je plaisante. Oui, on peut aller plus haut. On peut aller en finale de Ligue des Champions, peut-être la gagner, faire le triplé, j'en sais rien. Si on est sur la continuité de ce qu'on a fait, si les joueurs, le staff, si tout s'améliore, si on progresse, on prend la base de ce qu'on a fait la saison dernière et on progresse, ça peut que être positif. Maintenant, moi, les gars, je me méfie. Je me méfie parce que la saison où Xavi il gagne le championnat, certes, dans le jeu, c'était
pas incroyable. Il y a eu beaucoup de 1-0, vous savez, on avait parlé de tout ça il y a 2 ans, plus de 2 ans même peut-être. Et moi je m'attendais à... Mais on avait une très bonne défense. Et je m'attendais justement à ce que Xavi il se pose sur sa base là défensive. Bon, maintenant on a retrouvé une défense solide. Et on va pouvoir travailler le côté offensif et avoir un certain équilibre offensif-défensif, mais quand même se faire plaisir sur le terrain, tu vois. La saison d'après, Cataclysmique. Elle est cataclysmique. Échec total, pas d'équilibre, encore moins d'équilibre que la saison d'avant. Défensivement, c'est une catastrophe, le pressing est cataclysmique. Et offensivement, on se crée beaucoup d'occasions, mais on marque pas. Donc ça, c'est question efficacité, peut-être confiance des attaquants. Bref, je vais pas revenir sur tout ça, mais en tout cas, je m'attendais à mieux, je m'attendais à une progression, je m'attendais à ce que le coach se base sur ses forces, les forces de son équipe de la saison d'avant, et progresse sur d'autres points. Ça a été, ça a pas du tout marché. Donc là, je veux pas comparer le niveau de Flick et de Xavi, loin de moi l'idée de faire ça, attention. Mais on sait pas à quoi s'attendre. On ne sait pas à quoi s'attendre. Est-ce que le coach, le staff et l'équipe, tous ensemble, vont réussir à travailler, à prendre cette base-là de tout ce qui a été positif la saison dernière et progresser, améliorer l'équipe, tout ça? J'en sais rien. Ça dépend potentiellement aussi du mercato, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend pas uniquement des qualités de chacun, ni des joueurs, ni du coach. Ça peut dépendre, imaginez regardez Bernal, en début de saison, on s'apprête à voir Bernal quand même titulaire. Il est titulaire en début de saison, on se dit ouais, il va être installé là, franchement c'est fort, tu vois. Moi dans ma tête il était installé là en attendant le Frenkie revienne parce que pour moi c'est un peu... bref, je l'avais dit. Et au final il s'est fait le croiser, absent toute la saison. Donc en fait, tu peux pas prévoir vraiment ce qui va se passer. Tu peux te dire ouais on va faire une très bonne saison et puis d'un coup tu perds un joueur important. Bernal encore était pas forcément très important, il venait d'arriver à peine dans l'équipe, donc c'était pas un Pedri, un Lamine, un Rafinha, tu vois, un joueur comme ça. Un pilier vraiment de l'équipe, tu vois. Mais imagine tu perds un joueur important comme ça, ta saison elle est pas pareille après derrière. Donc ça dépend de beaucoup de choses aussi. Ça peut dépendre du mercato si on arrive à étoffer l'équipe et justement si on a des joueurs vraiment de rotation qui sont bons, tu vois. Bref, on espère que ça sera encore mieux. Et concernant la maîtrise, oui, j'aimerais bien avoir un peu plus de maîtrise dans les matchs. Balancer moins les ballons, ça j'aimerais beaucoup. Amin Chidi, à mon avis, le poste le plus important dont nous avions besoin a été rempli, comblé. Ok. Bah oui, hein, le poste de gardien, ouais. Après, Szczesny, il était pas si mauvais, tu vois. En fin de saison, ça a été beaucoup plus compliqué, mais en soi, il a fait le taf. Maintenant, c'est vrai, pour l'avenir, je pense que tu parles de ça. Oui, je suis d'accord. Ensuite, il y a BioChris qui dit salut café, salut frérot, tu t'attends à un Lamine Yamal encore plus décisif que la saison dernière ou pas? Oui, logiquement, je m'attends à une progression. Il a été très bon la saison dernière, très bon dans les dribbles, hein, le meilleur dribbleur d'Europe. Mais peut-être moins décisif dans la finition par exemple, ou choses comme ça. Il a créé beaucoup, il a fait beaucoup de différence par la passe, par le dribble. Maintenant, je l'attends un peu plus tueur devant les buts. Il y a eu des moments où il n'arrivait plus à marquer. Où il était face au goal et je sais pas ce qu'il faisait, il bégayait un petit peu. Donc je l'attends là-dessus. J'attends une progression de sa part. Maintenant, je suis pas pressé, hein. Lamine Yamal, il va avoir 18 ans là, à peine, donc ça va. Ensuite, il y a My Didi qui dit tu crois que le Diarra pourrait se faire une place en équipe A, même remplaçant? Non, je ne pense pas. J'ai fait une vidéo sur Ibrahim Diarra hier. Bon, je l'ai précisé dans la vidéo, hein, mais je trouve que c'est un joueur qui a du potentiel, mais je pense que c'est un joueur qui n'est pas encore totalement prêt à venir avec la A. Maintenant, comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, je peux me tromper. Peut-être qu'il va faire une pré-saison de malade, qu'il va exploser, que Flick va l'adorer et va le vouloir dans la rotation. Maintenant, je pense qu'un mec comme Tony Fernandez, par exemple, est largement devant lui, dans l'ordre d'arrivée, on va dire, dans l'équipe, quoi. Tony Fernandez, il joue, qui évolue au même poste que lui, avec la B. Ibrahim Diarra, il est avec les juvéniles A. Mais ils évoluent tous les deux au poste de milieu offensif, très offensif, presque comme numéro 10, presque comme 9,5, si vous voulez. Tony Fernandez, c'est un peu un Griezmann en équipe de France, vous savez, quand il jouait un peu au milieu, derrière Olivier Giroud. C'est un peu ça, Tony Fernandez. Et je pense que Tony Fernandez est largement plus prêt qu'Ibrahim Diarra. Vraiment. Mais Diarra, il a le temps de progresser, voilà, tout ça. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence. Il y a déjà Fermin à ce poste, il y a déjà Olmo à ce poste. Là, il y a Tony qui va faire la pré-saison. Ibrahim Diarra va faire la pré-saison aussi. À voir si Ibrahim Diarra va être placé dans une autre position. Ça aussi, j'en parle dans la vidéo sur le focus, sur l'analyse du joueur. Et je dis peut-être que Flick, vu que Ibrahim Diarra, c'est un joueur très très offensif, très porté vers le but, qui joue à moitié ailier aussi, ailier droit, milieu offensif. Maintenant, est-ce que c'est un pur ailier? Je suis pas sûr de ça, déjà.
précise. C'est un joueur plutôt axial et plutôt porté vers le but. Donc à la limite, dans le rôle que peut avoir, que peut tenir Rafinha, c'est-à-dire un ailier, pas vraiment ailier, mais plus un ailier axial qui va se rapprocher de la surface. Maintenant, au poste de milieu offensif, ce poste de fameux numéro 10, s'il n'en est pas vraiment un, bah, y a Olmo, il y a Fermin, comme je l'ai dit, il y a Tony Fernandez qui est là, et il y en a plein d'autres. Et voilà, il y a Ibrahim Diarra, donc c'est compliqué, beaucoup de concurrence. Ensuite, il y a Marius qui dit pourquoi chercher absolument à recruter, on a nos titulaires, donc faire monter, pourquoi pas faire monter les jeunes en gros. Bah tu peux pas vraiment faire monter que les jeunes et les avoir en remplaçant, on l'a vu la saison dernière, ils ont pas joué. Regardez Pau Vitor par exemple. Pau Vitor en attaque, il a pas joué. Il n'y a pas que lui, Ansu Fati, mais Ansu Fati c'est différent, la situation elle est beaucoup plus délicate. Mais voilà, il y a quand même Bernal et Casado qui ont joué, qui ont eu un rôle quand même assez important. Bon, Bernal il n'a pas eu trop le temps d'avoir un rôle important parce qu'il s'est blessé, mais au début il partait comme titulaire. Casado après a été titulaire une partie de la saison. Donc oui, mais maintenant Casado c'est pas du tout pareil que les jeunes et c'est un mec qui est déjà prêt, je veux dire mentalement tout ça, il était déjà prêt à venir avec l'équipe A depuis longtemps, je l'avais déjà dit, mais c'était évident, ça se voyait quoi. Maintenant t'as des jeunes qui sont pas forcément prêts à évoluer au niveau, tu vois, qui peuvent avoir la pression, qui sont peut-être pas prêts physiquement ou dans leur manière de jouer, tu vois que ça va pour le niveau très, très bas, la 3e division, 4e, mais de là à jouer en Liga et tout, c'est compliqué, peut-être ils ont pas encore franchi le cap. Tu peux pas avoir une équipe full avec des remplaçants de 18-19 ans. Tu peux pas prétendre à remporter tous les trophées possibles, remporter la Ligue des Champions, tout ça. Si t'as sur le banc, t'as que des gamins qui arrivent des juvéniles, donc des U19. Ou alors, regardez Tony Fernandez, il a quoi, 16-17 ans. Donc il a même pas joué chez les U19, il est déjà avec la B. C'est tôt aussi. Tu vois, il jouait en 3e division la saison dernière, il est pas majeur. Tu vas le faire venir en tant que remplaçant. C'est compliqué, tu vois. Tu peux pas prétendre à avoir un effectif solide si t'as que des jeunes comme ça. Tout simplement. Il faut un mélange d'expérience et de jeunesse. Mais si t'as que des jeunes de 16 ans, hein, après, c'est l'équipe B, quoi. D'ailleurs, exemple très concret, l'équipe B, ils ont enlevé tous leurs joueurs, ils ont changé de coach et tout ça, donc ça c'était déjà compliqué. Tous les joueurs qui avaient plus ou moins l'expérience, donc les mecs comme Casado, tout ça, Gérard Martin peut-être aussi, qui était un peu plus âgé, disons, même si, voilà. On va pas dire que c'est des joueurs d'expérience, mais ils avaient la vingtaine, tu vois. Tous ces mecs-là de la vingtaine, tout ça, ils sont partis. Ils ont changé toute l'équipe, ils ont fait monter énormément de jeunes des juvéniles. T'avais pas mal de jeunes de 16-17 ans. Manque d'expérience, ils sont relégués. Voilà des fois, et avec la B, tu le voyais, des matchs où ils arrivaient à tenir soit le match nul, soit ils menaient au score. Fin de match, ils s'effondrent, soit ils perdent le match, soit ils font match nul. Il y a eu beaucoup de choses comme ça, et ils ont perdu, et ils ont fini relégués. Donc quand tu as un manque d'expérience comme ça dans ton équipe, tu peux pas prétendre à avoir un groupe solide, on va dire. Donc c'est pour ça que tu es obligé de recruter. Tu peux pas tout le temps faire monter des jeunes. Ils sont pas toujours prêts, les jeunes. Dernière question de Sohail qui dit « Tu ne trouves pas qu'on perd de la crédibilité sur le mercato, le fail avec Nico, vente très faible ?» Je sais pas. Possible maintenant. Perdre de la crédibilité, je pense que le Barça est un des clubs les plus puissants du monde, on va dire, en termes d'image. Maintenant, c'est vrai que financièrement, on le sait, depuis des années, c'est la galère. Voilà, on va pas se mentir. Il y a des campagnes aussi pour bien appuyer sur ça et nous mettre un petit peu dans la sauce ou nous ridiculiser parce qu'on sait que le Barça va savoir pourquoi, mais je pense avoir une petite idée sur la question, mais ça fait plaisir à beaucoup de monde, disons, que le Barça soit dans cette situation. Il y en a qui se régalent de ça, donc forcément ils vont appuyer ça, et puis il va y avoir beaucoup de médias qui vont rentrer dans le truc. Il y a beaucoup de désinformation aussi, de beaucoup de médias qui vont dire ouais, le Barça ils ont pas d'argent par exemple, tu vois. Ils vont pas chercher les médias. Moi, je suis pas un journaliste. J'ai déjà dit 50 fois, il y en a, ils me prennent pour un journaliste. Ah, tu donnes des infos, t'es un journaliste. Non. Moi, je vais donner des infos. Je suis juste un fan du Barça qui vous parle de l'actualité par moment et qui vous donne son avis sur l'actualité. Et je peux me tromper. Je peux voir des choses qui sont pas très précises. Je prends mes infos sur les infos des journalistes qui, eux, sont censés être précis. C'est leur métier d'être journaliste, de donner des infos vraies. Et moi, je parle de ces infos-là et je donne mon avis dessus. C'est tout. Je suis juste un fan. Voilà, j'ai créé ma chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube, les gars. Je ne suis pas journaliste. J'ai pas fait des études, tout ça, de journalisme. Bref. Mais il y a beaucoup de désinformation dans les médias français même, hein, évidemment, qui vont vous dire, voilà, le Barça, par exemple, n'a pas d'argent. Barça, c'est la ruine, voilà, ils ont pas d'argent. C'est pas totalement vrai, tu vois. Encore une fois, il n'y a pas de nuance vraiment dans les propos. Les mecs vont pas te dire, bon, bah en fait, ils ont de l'argent, mais le problème, c'est qu'ils sont pas au 1 pour 1. Et il y a ça, il y a la masse salariale qui est beaucoup trop élevée, qui
Et l'héritage de Bartomeu, qui avait fait, qui avait surpayé les joueurs, mais un nombre de joueurs pas possible. On a à peine fini de payer Messi, par exemple, qui est parti déjà depuis des années, même Jordi Alba, je crois, même peut-être Busquets. Il y a plein de joueurs comme ça qui sont déjà partis depuis des années, qui avaient différé leur salaire. On a fini de les payer là, les mecs. On est en 2025. On a fini de les payer là. C'est une dinguerie. Donc, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte et que les médias, ils prennent pas en compte. Tu vois, ils vont te dire, le Barça, eux, ils ont pas d'argent, tu vois. Et ils vont se faire un malin plaisir pour tomber sur le Barça et essayer de décrédibiliser le Barça. Maintenant, il y a des choses comme ça que tu peux pas vraiment maîtriser. Et puis, il y a le problème aussi, mais ça on en a déjà parlé, de, par exemple, Laporta, qui contrebalance ça avec pas mal de poudre aux yeux, dans le sens où il va vouloir embellir un petit peu la situation, tout simplement. Et le problème de ça, encore une fois, c'est que ça lui retombe dessus. Parce que de vouloir embellir, tu peux considérer ça comme un petit peu, pour certains ça va être un mensonge, tu vois, façon de voir les choses, mais tu vas embellir un petit peu la situation pour rassurer tes supporters, pour dire vous inquiétez pas, ça va bien se passer, on va pouvoir faire ça, on va pouvoir faire ça. Mais la situation elle est beaucoup plus complexe et ça prend énormément de temps. Le temps de retrouver une situation normale financière, disons. Et ça donne des situations où oui, après, tes supporters, ils comprennent pas, en fait. Ils comprennent pas et ils commencent à croire ce que vont dire les autres. Et ceux qui vont sortir des informations qui sont peut-être fausses, comme quoi le Barça a zéro argent, peut pas dépenser, peut pas acheter ni qui que ce soit. Ils vont commencer à croire ça. Parce que, justement, le président, il avait dit que, mais finalement, non, tu vois. C'est ça le problème. C'est pour ça que je suis pas fan de ça, parce que je l'avais déjà dit. Ça lui retombe dessus, à Laporta. Et on l'avait vu avec Xavi la saison dernière, ou la saison d'avant, quand il dit aux supporters qu'il n'avait pas envie de mentir aux supporters et qu'il fallait que la situation elle soit claire pour les couler, quoi. Que le club est dans une situation compliquée financière. Il avait dit, la situation financière elle est complexe, elle est compliquée. On n'a pas une situation comme tout le monde où on peut acheter qui on veut quand on veut. Il avait dit la vérité. Et Laporta l'avait très mal pris parce que lui, il voulait, il voulait garder un petit peu cette illusion pour que les supporters croient, tu vois, et l'espoir, tu vois. Donc c'est bien d'avoir l'espoir, tout ça, mais il faut aussi parfois donner la situation concrète comme elle est, pour que les supporters soient pas trompés, tu vois. Bref, tout ce bordel-là, ça donne ça. Et les supporters comme toi, comme d'autres, se posent la question, est-ce qu'on est toujours crédible en tant que club, en tant qu'entité, tu vois je pense que oui. Je pense que le Barça sera toujours un club fort, on va dire, parce que l'histoire du club, elle est très forte aussi. Avec toutes les légendes qui sont passées par là, tout ça. Le Barça, c'est un club à part. Mais c'était un club. Voilà, je m'arrête ici. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée.